La marche est-elle trop haute pour Paddy Pimblett face à Michael Chandler? Diego Lopez estime que ce sont ses choix de carrière qui lui ont permis d'obtenir aussi rapidement un combat pour le titre, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 25 février 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Comme vous le savez, Michael Chandler va affronter Paddy Pimblett à l'occasion de l'UFC Miami au mois d'avril. Premièrement, Chandler a tenu à dire qu'il veut être très actif et qu'il se tient toujours prêt. Il s'entraîne toujours et reste en bonne forme physique, même s'il n'a pas de combat de prévu. Lorsqu'il a reçu l'appel de l'UFC pour affronter Pimblett, ça tombait bien puisque 2 jours après, il avait rendez-vous au Performance Institute à Las Vegas pour faire un bilan physique, mais aussi un bilan nutritif, savoir à peu près où il en était. Il a donc donné rendez-vous au matchmaker de l'UFC à cette occasion pour discuter du combat, mais aussi pour discuter plus largement de la situation chez les poids légers. Ce qu'il dit, c'est que l'UFC a été très honnête avec lui. Alors, il ne donne pas le détail, mais il nous expliquait voilà, quels étaient leurs plans, quelles étaient ses possibilités en cas de victoire et malheureusement en cas de défaite. Et puis, une fois ce bilan fait, une fois cette discussion avec l'UFC, il a bien sûr accepté le combat. La dernière fois qu'on l'a vu dans l'octogone, lui, c'était face à Charles Oliveira. Une défaite qui lui a fait mal au moral, hein. Premièrement, parce qu'il était convaincu de pouvoir gagner ce combat, et puis aussi parce que d'après lui, l'histoire aurait été très belle. C'est comme si tout était écrit. Charles Oliveira l'a battu à ses tout débuts à l'UFC dans un combat pour la ceinture, et là, quelques années plus tard, c'était l'occasion pour lui de battre Oliveira et ensuite d'obtenir de nouveau une chance à la ceinture, surtout que ça lui avait été promis par l'UFC. On comprend que ça lui a fait très mal au moral. Et puis vous le savez, Michael Chandler, il est aussi souvent critiqué, ou en tout cas l'UFC est souvent critiqué parce qu'ils le maintiennent dans le top du classement, alors que ses résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Ce que lui, il explique, c'est qu'en effet, il perd des combats, mais il ne perd pas contre n'importe qui. Il perd soit contre des anciens champions ou des anciens champions intérimaires, hein, que ce soit Poirier, Gaethje ou Oliveira. Tous, à un moment, ont eu leur chance à la ceinture, voire même ont eu la ceinture autour de la taille. Et puis, il estime que les poids légers, c'est la catégorie la plus relevée et la plus spectaculaire de l'UFC. On reviendra peut-être là-dessus dans un futur Pensée MMA. Ça m'a donné cette envie. Lui ne veut que des combats excitants. Et puis, il estime aussi que quand tu es dans le top 10 de cette catégorie, tu es toujours à un combat, ou en tout cas à une grosse performance, à un chaos spectaculaire d'avoir ta chance pour le titre. Je pense que c'est vrai, surtout pour lui. Et puis, concernant l'anglais, Paddy Pimblett, c'est un combattant qu'il apprécie, qui a une grosse confiance en lui, et d'après lui, c'est primordial, c'est sa force numéro 1. Par contre, pour tout le reste, il est beaucoup trop limité, il n'est pas au niveau d'après lui, et puis surtout, il n'a jamais connu une puissance de frappe comme la sienne, et la pression qu'il compte lui faire subir sera d'après lui bien trop, et l'anglais va s'écrouler dessous. On lui a demandé aussi s'il était motivé de s'entraîner pour Paddy Pimblett. Il sort d'un combat contre Oliveira, il n'a affronté que des gros noms, que des noms déjà établis dans la catégorie. Paddy Pimblett, c'est un nom en devenir, hein, on peut le dire. Bon, lui, il répond que déjà, il y a un parallèle à faire entre son combat contre Pimblett et le combat, par exemple, de Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis ou de Justin Gaethje contre Raphaël Fiziev. À ce moment-là, Poirier et Gaethje étaient déjà établis et on leur a mis un jeune qui montait, un jeune loup. Et lui, il pense que c'est un peu ce moment de sa carrière. C'est pas faux, j'ai trouvé que le parallèle était plutôt bon. Et puis de toute façon, il se prépare pour Pimblett comme s'il se préparait pour un champion. C'est ce qu'il a toujours fait dans sa carrière. Même à l'époque où il combattait dans des petites ligues contre des combattants que personne ne connaît, à part peut-être les hardcore fans, il s'est toujours préparé comme si c'était un championnat du monde. Et ça ne va pas changer cette fois. Chez les poids plumes maintenant, on le sait, Diego Lopez va affronter Alexander Volkanovski pour la ceinture. Alors déjà, je voulais dire pour commencer que Diego Lopez fait vraiment un effort pour réussir à se vendre. Bon, déjà dans la cage, il est toujours très spectaculaire, il est aussi très actif, on va y revenir. Mais il y a encore quelques mois, il parlait très peu, voire pas du tout anglais. Et là, il a donné une interview à Ariel Helwani. Il a été capable de la faire quasiment entièrement par lui-même. Il y a un interprète, hein, qui était là pour l'aider. Mais je pense que ça montre à quel point il est investi et aussi à quel point il a compris le business. Et puis dans cette interview, hein, justement, il nous a notamment appris qu'il a été mis au courant de son combat il y a 2 ou 3 semaines, lorsqu'il s'est rendu en Australie à l'occasion du dernier pay-per-view. Son adversaire, Volkanovski, il ne le prend pas à la légère,
et il pense même que l'année de repos va lui avoir fait énormément de bien. Un an à ne passer du temps qu'à t'entraîner, à penser à toi et à te concentrer sur toi-même, ça ne peut être que très bénéfique, d'après lui en tout cas. On lui a aussi demandé s'il allait s'inspirer de ce qu'avait fait Topuria pour battre Volkanovski. Ce qu'il répond, c'est qu'il a des similitudes avec le Géorgien, notamment l'agressivité, mais par contre physiquement ils sont différents, notamment au niveau de la taille et de la longe, et qu'il va donc falloir proposer quelque chose de nouveau pour réussir à s'imposer et repartir avec la ceinture. Vous le savez aussi, beaucoup d'analystes, beaucoup de fans pensent que c'est Movsar Evloev qui aurait dû avoir sa chance à la ceinture. C'est vrai que sportivement, Evloev, il enchaîne les victoires, et puis surtout Evloev a battu Diego Lopez à l'UFC, on en a déjà parlé. Ce que répond Lopez, c'est que Evloev, il a beaucoup trop de décisions, les gens veulent du spectacle, et lui, il offre ce spectacle aux gens. Maintenant, il le reconnaît, le Russe méritait d'avoir sa chance, mais c'est son moment, c'est sa chance à lui, et il compte bien la saisir. Il estime aussi avoir pris beaucoup plus de risques dans ses choix de carrière, dans ses choix de combat. Et il le rappelle, j'ai combattu 3 fois en 6 mois et j'ai fait 5 cuttings en un an. Ça lui semble donc logique que l'UFC le remercie. Et puis vous l'aurez compris, il a l'occasion de devenir champion incontesté à l'occasion de cet événement, même s'il ne va pas battre le champion en titre, puisque Topuria a décidé de monter de catégorie. C'est donc un combat pour la ceinture vacante, mais d'après lui, ça ne change rien, il se considérera comme le vrai champion, comme le champion légitime, Alexander Volkanovski ayant été au sommet pendant des années et ne comptant qu'une défaite chez les poids plumes. Forcément, ça donne beaucoup de crédit, même si on aurait préféré le voir battre Topuria, l'histoire aurait forcément été plus belle. Et puis ce qu'il dit aussi, c'est que Ilia Topuria est très jeune et que possiblement un jour les deux pourront se croiser. Et puis enfin, il a beaucoup travaillé sa lutte dernièrement. Il s'est même rendu en Oklahoma pendant quelques semaines. Il a travaillé avec des lutteurs universitaires. Et puis pendant son camp d'entraînement, il a un coach spécifique qui va venir avec lui pour le faire travailler. Lopez, vraiment, je pense qu'il a un bel avenir. Le combat contre Volkanovski, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi c'est un combattant que j'aime beaucoup voir. Il est toujours très généreux dans la cage et puis tu sais qu'il peut t'offrir des instants qui deviendront possiblement mythiques. Curtis Blades, lui, devait affronter le nouveau venu Rizvan Kuniev le week-end dernier à Seattle. Le combat a été décalé au 8 mars à l'occasion de l'UFC 313. D'après ce que l'UFC lui a dit, son adversaire a souffert d'une légère blessure. Ils ont donc décidé de décaler le combat. Lui, personnellement, ça ne lui pose aucun problème. Concernant cet adversaire, justement, il le décrit comme un gros frappeur, mais il ajoute que c'est le cas de tous les combattants chez les poids lourds de toute façon. C'est aussi quelqu'un qui aime salir les combats. Blades, lui, étant un lutteur, il estime que ce sera à son avantage. D'ailleurs, il pense que Kuniev va se jeter sur lui et essayer de le terminer très rapidement dans le combat, et ça lui donnera des opportunités de l'amener au sol et de le punir avec les coudes, ou même, pourquoi pas, de lui mettre un KO comme il avait pu le faire face à Dakos. Lui, bien sûr, il aura le rôle du vétéran, et une des plus grosses leçons qu'il a retenues de toutes ces années passées dans l'octogone, c'est de savoir gérer son cardio et de ne pas tout donner dès le début en essayant d'envoyer des takedowns explosifs qui viennent te taper dans le cardio et que tu payes au fur et à mesure des rounds qui passent. Vous le savez aussi, la catégorie des poids lourds, il n'y a pas énormément de combattants. 30 combattants, on en a parlé il y a quelques semaines, et il y a aussi un renouveau qui est en train de s'opérer. On a vu le départ un peu à la surprise générale de Jairzinho Rozenstruik. Ce que pense Curtis Blades de cette situation, c'est que si l'UFC commence à se libérer de ces anciens combattants, entre guillemets, c'est qu'ils doivent avoir une grosse confiance en la nouvelle génération qui arrive. Et puis lui ne s'estime pas en danger, il pense avoir une position bien différente de celle de Rozenstruik dans la catégorie, et donc même en cas de défaite, il ne pense pas que l'UFC essaiera de se séparer de lui. Il a aussi eu un mot sur le GOAT, John Jones. D'après lui, Jones ne reviendra pas dans l'octogone. Il y a une seule raison qui pourrait le faire revenir, et c'est de prouver qu'il est le vrai champion. D'après lui, quand tu bats Cyril Gane puis Stipe Miocic, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Il faut battre un gars légitime. Ce gars légitime, bien sûr, c'est Tom Aspinall. Il explique aussi que pour des gens qui regardent le MMA de loin, quand tu bats Stipe Miocic, on peut dire que tu as battu le GOAT des poids lourds, mais les hardcore fans et les combattants savent très bien que Miocic n'est plus le même aujourd'hui que ce qu'il a été il y a quelques années, et que donc si John Jones ne revient pas et ne bat pas Tom Aspinall, il y aura toujours un point d'interrogation sur sa carrière en poids lourd. Était-il vraiment le meilleur? C'est vrai que ça ferait du bien d'avoir un Jones Aspinall, on a envie de voir ce combat, en tout cas moi j'ai envie.
Et j'espère que ce sera le cas dans les mois à venir. Hier, je vous parlais aussi de Stephen Thompson qui, pourquoi pas, envisageait un combat contre Donald Cerrone. La dernière fois qu'on l'a vu, Thompson, en action, c'était face à Joaquin Buckley. Malheureusement, il s'était incliné par KO. Par contre, il estime que jusqu'à ce que ce chaos survienne, sa prestation était plutôt bonne. Il vise désormais un retour pour le mois de mars ou le mois d'avril. Pour l'instant, il est gêné par une blessure au coude qui est sûrement survenue justement lors de sa dernière apparition. En 2025, il voudrait être un peu plus actif que ces dernières années, avec pourquoi pas 2 ou 3 combats. Il assure d'ailleurs qu'il continue de s'entraîner malgré la blessure, avec un entraînement adapté, on s'en doute. Il a aussi laissé entendre que le moment était peut-être venu de faire face à Colby Covington, dont il a très hâte d'entendre le trash talk si ce combat venait à être signé. Quand Colby Covington a affronté Edwards, Stephen était aussi sur la carte, et déjà Covington avait commencé à le taquiner un petit peu. Suite à sa défaite, il avait aussi parlé de Thompson. Beaucoup pensaient que c'était un choix de la facilité pour Covington. Son style de lutteur match très bien avec le style de striker de Thompson. Est-ce qu'on verra ce combat? Je ne sais pas. Et puis il termine en expliquant que le jiu-jitsu brésilien et la lutte sont très durs pour le corps, mais qu'il a la sensation qu'il pourrait continuer le pied-point pendant encore très longtemps, et il ne ferme pas la porte donc à une pige, pourquoi pas au karaté combat dans les années à venir. Brice Mitchell devait prendre part à un match de grappling dans quelques jours, le 28 février, face à un combattant invaincu. Il s'est retiré de ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il explique que quelque chose de très gros arrive pour lui à l'UFC et qu'il ne peut donc pas prendre le risque de combattre en grappling. On peut le comprendre, maintenant pour son adversaire c'est peut-être un peu dur, un retrait de dernière minute comme ça. Il explique qu'au vu de ce qui s'est passé le week-end dernier, les choses commencent à se décanter pour lui. Donc on pense forcément à Jean Silva, on en a parlé hier, mais on a aussi Aaron Pico qui lui n'est pas encore signé à l'UFC, mais qui pourrait l'être très prochainement, et qui a déclaré il y a quelques jours à ESPN que Brice Mitchell, pourquoi pas, serait un match-up, ou en tout cas un adversaire qui l'intéresserait. Affaire à suivre pour Brice Mitchell. Ilia Topuria, c'est le feuilleton du moment, il monte chez les poids légers, on va pas revenir là-dessus. Beaucoup se demandent s'il ne va pas être un peu trop limite niveau gabarit pour affronter l'élite, et notamment pour affronter Islam Makhachev, qui est quand même énorme pour un poids léger. Son entraîneur nous apprend qu'il tourne quand même Ilia Topuria quand il est hors camp d'entraînement à 85 kg. Donc forcément descendre à 66 kg chez les poids plumes, ça commençait à être très dur. Donc chez les poids légers, c'est peut-être un argument qui va jouer en sa faveur. Il aurait aussi fait savoir Ilia Topuria qu'il n'était pas intéressé pour affronter Arman Tsarukyan, qui serait une sorte de demi-finale pour ensuite avoir sa chance à la ceinture, que lui veut affronter le champion. Maintenant, on le sait, il y a énormément de possibilités dans la catégorie. Dana White est resté assez évasif. Combat pour le titre tout de suite, peut-être, peut-être pas. Il l'a pas trop déclaré. On verra ce que ça donne. Moi, j'ai du mal à voir Ilia Topuria monter chez les légers et ne pas tout de suite avoir sa chance à la ceinture. Maintenant, s'il ne l'a pas tout de suite, l'histoire pourrait n'en être que plus belle. S'il bat Oliveira ou Tsarukyan et ensuite qu'il prend la ceinture, ce serait quand même quelque chose de très beau. Et puis un dernier mot de cette montée chez les poids légers. Paddy Pimblett estime que ça va être une fin de carrière pour Ilia Topuria, que c'est un nain et qu'il n'aurait jamais dû venir dans sa catégorie. On le sait, Paddy Pimblett et Topuria ont déjà eu un petit passif les deux. Il y a eu un début de bagarre lors d'un UFC en Angleterre il y a quelques années. Est-ce que les deux s'affronteront un jour? Peut-être. On va peut-être en parler dans la minute auditeur. Il y en a un de vous qui me l'a suggéré. Je pense que ça va être une question de timing. Si Paddy Pimblett bat Michael Chandler, en effet, là, pourquoi pas, il serait dans les discussions très intéressantes. Maintenant, Topuria, je ne sais pas quand est-ce qu'il veut revenir. Paddy Pimblett, quand est-ce qu'il sera prêt à recombattre, je ne sais pas non plus. Moi, je pense plutôt qu'on se dirige vers un Topuria Makhachev ou alors un Tsarukyan ou un Oliveira. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Jim Miller est revenu sur le problème des high pokes. Ce week-end, on l'a vu, le combat principal s'est arrêté avec un doigt dans l'œil de Song Yadong sur Henry Cerudo. D'après Jim Miller, dès qu'il y a un high poke, il faut sanctionner par un point de retrait, mais aussi, pourquoi pas, par une sanction financière. Il faut que cela s'arrête. Lui, il a énormément combattu, il a vu énormément de high poke, lui-même a pris des high poke et sa vue en est restée diminuée à jamais. Il voit beaucoup moins bien maintenant qu'avant à cause des high poke. Ce qu'il dit aussi, c'est que est-ce qu'on attend que quelqu'un perde un œil dans la cage pour enfin agir? Lui, il a combattu plus de 45 fois et il n'a jamais mis un seul high poke à qui que ce soit. Il ne pense pas que ces high pokes soient volontaires, mais qu'on est un peu dans la culture de l'excuse. C'est pas de sa faute, il en a pas fait exprès.
D'après lui, les combattants, en effet, peut-être qu'ils n'en font pas exprès de mettre des high poke, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent la jouer, ils veulent jouer la sécurité, donc ils veulent garder la distance, et pour garder de la distance, ils tendent la main. Au lieu de tendre le poing, ils tendent la main pour gagner quelques centimètres, et forcément, si l'adversaire avance, bah, tu prends le doigt dans l'œil. Et d'après lui, il faut arrêter ça, il faut arrêter ce genre d'attitude, et si tu commences à sanctionner durement, c'est quelque chose qui devrait totalement disparaître du MMA. Jim Miller, grosse expérience, peut-on lui faire confiance? Je pense que oui. Concernant ce dossier, justement, Demetrius Johnson s'est exprimé sur Henry Cejudo. Il aimerait voir l'ancien champion se retirer. Il a une famille, il a des business en dehors de la cage. Il n'y a pas besoin de risquer plus que ça dans l'octogone. Il a déjà de l'argent, même si, comme il le dit, quand tu combats dans l'octogone, tu prends un gros billet et bien sûr c'est tentant. Mais quand tu as quelque chose à l'extérieur, il faut privilégier ta santé. Et au stade où en est Henry Cejudo de sa carrière, c'est peut-être le moment de le faire. Et puis il a fini avec une petite blague. On aime bien ça. Ce que nous explique Demetrius Johnson, c'est que si les yeux d'Henry Cejudo étaient un vagin et que le doigt de Song Yadong était un pénis, alors Henry Cejudo serait aujourd'hui enceinte. Bien sûr, c'est une très belle image pour vous dire que le doigt s'est enfoncé très profondément. Israel Adesanya, lui, n'a plus pour ambition de devenir champion. Il dit qu'avec ce qu'il a accompli dans sa carrière, s'il n'est pas satisfait, qu'est-ce qui va bien pouvoir le satisfaire sportivement parlant? Alors je comprends. Maintenant, quand tu n'as plus cette mentalité, je pense que c'est assez dur de continuer à combattre quand tu as été le grand champion. Mais en plus, une superstar, ça a quasiment été le visage de l'UFC pendant un bon moment, Israel Adesanya. Est-ce qu'aujourd'hui, il se dit, je vais prendre que des gros combats contre des gros noms, peut-être des gars dans la catégorie du dessus qui veulent descendre, ou moi qui monte, ou des gars du dessous qui veulent monter? Je sais pas vraiment, mais moi je pense que quand tu n'as plus la mentalité de vouloir la ceinture et de vouloir prouver que tu es le meilleur, c'est peut-être le moment de tirer le rideau et de mettre un terme à sa carrière, mais je ne suis pas à sa place, bien sûr. Mark Hunt, vous le savez, pour parler de vétérans, et même de deux vétérans, il veut revenir combattre depuis un bon moment, MMA, boxe anglaise, barnacle, il parle un peu de tout. Là, il aimerait combattre Ben Roswell. Roswell, il est champion du barnacle chez les poids lourds. Les deux se sont déjà affrontés à l'UFC. Victoire à la décision de Mark Hunt, si je dis pas de bêtises. Le Barnacle vient en Italie au mois de septembre. Mark Hunt aimerait en être et affronter le champion. Je ne sais pas si ça va se faire, hein. Vous le savez, Mark Hunt il s'est quitté en très mauvais termes avec l'UFC. Il a fait un procès à l'UFC. Dana White et le boss du Barnacle sont assez proches. Je pense que si Dana White avait un conseil à lui donner, ce serait de ne surtout pas signer Mark Hunt. Et d'ailleurs, Mark Hunt l'a dit, depuis toutes ces histoires avec l'UFC, j'ai l'impression que Dana White m'a cramé partout. C'est très dur de trouver un contrat. On peut aussi peut-être comprendre des organisations. Je rappelle que Mark Hunt a engagé un procès contre l'UFC parce que d'après lui, Brock Lesnar était dopé lorsqu'ils se sont affrontés à l'UFC 200 et surtout l'UFC était au courant mais n'a rien fait. Il veut donc un dédommagement. Quand il s'est engagé là-dedans, on savait que ça n'allait rien donner. Malheureusement, il s'est entêté et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il paye le prix. Pour en revenir à Diego Lopez qui a obtenu son combat pour le titre, on a Aljamain Sterling qui lui dit Diego, tu as obtenu un combat pour le titre en passant devant Evloev alors qu'il t'a battu. Sois un peu grateful, donc aie un peu de reconnaissance pour cette opportunité. Diego Lopez lui a fait une réponse parfaite. Je combats pour le titre parce que je suis le combattant le plus actif de la division. J'accepte des combats et je ne refuse personne. Je ne suis pas comme toi et Evloev. De toute façon, c'était la seule réponse à faire. En effet, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Diego Lopez doit très certainement sa chance au titre à sa grosse activité. Un peu d'annonce et de rumeurs de combat maintenant. La rumeur, c'est que Pantoja et Kai Kara France pourraient s'affronter le 7 juin lors de l'UFC 316. Et sur cette même carte, on pourrait avoir la championne Juliana Peña qui défendrait contre la star montante, mais déjà superstar du MMA, en tout cas auprès des hardcore fans, Kayla Harrison. Ce serait peut-être le moment de faire revivre cette catégorie chez les femmes, hein, malheureusement, qui est un peu en manque d'amour auprès des fans en ce moment. Et puis le 10 mai à Montréal, c'est officiel, vous aurez Jessica Andrade contre Yasmine Jasudavicius. Un beau combat dans la catégorie. Et enfin, on termine avec Paulo Costa, qui déclare sur les réseaux sociaux qu'il n'affrontera pas Jared Cannonier, mais pourquoi pas Bonical. Pour Bonical, ce serait l'occasion de faire un bond dans les classements, de savoir si son menton est là, même si Paulo Costa, c'est plus le grand Paulo Costa, il frappe quand même fort. Il irait peut-être un peu tester, en tout cas dans le striking, notre ami Bonical. Et puis Bonical, s'il amène le combat au sol, forcément, je lui donne l'avantage. Mais ce serait un beau test pour lui.
Les amis, avant de passer à la minute auditeur, pensez à voter dans mon sondage, hein, quel livre vous voulez que je lise et que je vous débriefe ensuite en vidéo. J'ai mis 4 propositions. Pour l'instant, Michael Bisping est en tête devant BJ Penn, mais BJ Penn est en train de remonter. Je clôture les votes ce soir aux alentours de 22h, 21h, 22h. Et puis je vous dirai demain quel sera le grand gagnant du sondage. Donc n'hésitez pas à aller voter. C'est sur ma page YouTube, vous allez trouver ça super facilement, ça prend 2 secondes. Et puis si vous voulez faire une bonne action gratuite, abonnez-vous, commentez, likez et tout de suite on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et je commence avec Carlito qui me dit c'est Jean Lord Silva, d'où l'allusion de Brice Mitchell sur le fait que ce n'est pas lui Dieu. On en a parlé hier. Brice Mitchell en gros a tweeté en disant à Jean Silva il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas toi. Et moi je pensais que ça venait de la conférence de presse de Jean Silva où il a expliqué qu'il ne s'était pas jeté sur son adversaire au sol parce qu'en gros Dieu n'est pas violent et donc il n'a pas voulu infliger plus de dégâts que nécessaire à son adversaire. C'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête ce surnom Jean Lord Silva. C'est peut-être aussi à ça que faisait référence Brice Mitchell. No Modéré qui me dit le top combattant du PFL devrait tous penser à faire leur valise et quitter cette organisation avant qu'elle ne coule définitivement. C'est le début de la fin du PFL. Ils font quoi là-t-il Abdouragimov à le laisser là faire 1 ou 2 combats merdiques par an, point d'interrogation. Alors ce qui est sûr, c'est que l'UFC ne pourra pas accueillir tout le monde. Maintenant, pour nous, fans de MMA, on risque d'avoir des gros combats. Si on a l'élite du PFL, PFL Bellator, qui arrive à l'UFC, c'est le top. Maintenant, un gars comme Abdouragimov, il a peut-être un bon contrat et il se dit que s'il lui reste encore 1 ou 2 occasions de combattre et de prendre beaucoup d'argent, c'est peut-être aussi le moment de le faire. Bien sûr, je ne suis pas à sa place. What's up my bro qui me dit a priori, et t'es pas le seul, Alvarez affrontera Benoît Saint-Denis, ça semble signé pour le mois de mai. Pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit depuis un bon moment et ça s'intensifie ces derniers jours. Alors si on n'a pas un Fares contre Alvarez, peut-on rêver d'un Fares contre Paddy? Tu me mets un bonhomme qui rigole. Bon, je suis pas sûr, mais ce serait bien pour nous. C'est vrai que ce serait bien. Maintenant, je pense que Paddy a pris un peu d'avance sur Fares. En cas de défaite contre Chandler, pourquoi pas si Fares gagne un combat d'ici là. Mais pour l'instant, je pense que ça n'est pas au goût du jour. Un avis sur la délivrance de la ceinture Volk contre Lopez. Bah écoute, moi je pense que si c'est le grand Volkanovski, je le vois supérieur, je le vois plus posé. Surtout que Lopez a un jeu, je trouve, assez ouvert, pourrait prendre des risques et se faire punir par Volkanovski. Maintenant, si ce n'est plus le grand Volkanovski, Lopez va peut-être lui mettre la pression dès le début, vouloir tester son menton. Et où en est Volkanovski, je ne sais pas. Maintenant, comme tu me le disais plus tard, Volkanovski, c'est un grand professionnel, il va arriver préparé. J'en suis certain, il va avoir fait de son mieux, même peut-être plus. Mais malheureusement, si le menton n'est plus là, si le corps ne suit plus, si ce n'est plus son moment, ça ne sera peut-être pas suffisant. Tu me dis que beaucoup enterrent Volk, mais ça te met en pétard. Il a perdu presque 50-50 contre Makhachev en short notice et pris un KO par un Topuria qui sera peut-être le prochain ovni de l'UFC pendant 5 ans. Il n'a pas perdu sa légitimité à mes yeux. Volkanovski, sacrée carrière, j'ai hâte de voir la suite. Tu me dis que Benoît Saint-Denis a posté une vidéo de son entraînement avec Nicolas Haute. Tu me demandais si je l'avais vu. Non, je ne l'ai pas encore vu. Manon, son title shot, c'est un vrai soulagement. Selon moi, elle va le prendre. Et autant te dire que c'est le moment parce que derrière, il n'y aura sûrement pas de rematch avec Zhang. Moi, je pense que Manon Fiorot a la tête de ses chances. On sous-estime un peu Shevchenko. C'est vrai que depuis quelques temps, Shevchenko, elle est beaucoup moins dominante qu'elle ne l'a été par le passé. Maintenant, elle a un super sol, Shevchenko. Elle qui était surtout connue pour son striking. Elle est en train de se muter en lutteuse et ça pourrait peut-être être dur pour Manon Fiorot. Maintenant, je lui souhaite le meilleur, bien sûr. Et tu me dis que maintenant, tu es focus sur Pereira contre Ankalaev. Ça t'intéresserait d'avoir mon avis et aussi celui des lecteurs qui passent par là. Un pronostic clair. Bah écoute, moi, j'ai rien contre Ankalaev, mais Pereira, il fait rêver. J'ai envie de le voir exploser. J'ai envie de le voir enchaîner les défenses. Un striker qui battrait un lutteur, ça fait plaisir quand même quand tu aimes le striking. C'est pas souvent le cas. Maintenant, ça va être dur. J'espère qu'il sera préparé. On va y revenir juste après. Et puis Ankalaev, c'est pas n'importe qui. Même debout, c'est très bon. Ça frappe fort. Il peut mixer, j'espère, avec la lutte. Et moi, je l'ai dit, j'aimerais que Pereira s'impose dans un combat dans lequel il a été obligé de lutter. Que Ankalaev lui mène la vie dure et qu'il prouve qu'il peut lutter, qu'il peut grappler, qu'il peut résister à ça et finir ses adversaires. Ça va pas être facile. J'ai envie d'être optimiste et de mettre Pereira favori. Même si au fond de moi, je me dis qu'Ankalaev, il y a quand même de grandes chances qu'il le fasse. Alan69, je crois que Pereira s'entraîne tout le temps. Il me semble qu'il a des séminaires un peu partout à faire. Tu fais allusion à ce que je disais hier, Daniel Cormier qui conseillait à Pereira de se concentrer sur son entraînement et d'arrêter de voyager à droite à gauche. Alors oui, je suis d'accord avec toi, j'ai vu que Pereira, quand il va en Corée, il s'entraîne, il donne des séminaires, ça a été pareil en Australie, à droite à gauche. Maintenant, quand tu prépares un combat pour le titre, est-ce que tu n'es pas mieux être chez toi, avec ta team,
en petit comité, entre guillemets, dans ta bulle, ultra concentré, que de prendre des décalages horaires, d'aller t'entraîner à droite, à gauche, quand tu t'entraînes avec un très bon boxeur coréen, comme on l'a vu, ok, mais est-ce que le coréen va mimer Ankalaev? Tu vois, c'est pas un vrai sparring qui te prépare. Maintenant, Pereira, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Maintenant, toute cette notoriété, c'est quand même assez nouveau pour lui. Il ne l'avait pas forcément en kickboxing. Il y a l'argent qui est rentré aussi. J'espère qu'il n'est pas en train de dérailler. Ensuite, j'ai DBRX qui me dit en lightweight, les meilleurs fights à faire selon moi, Holloway contre Poirier. Vu la carrière de Poirier, il mérite une ceinture pour son dernier combat. Ce serait donc la BMF. Tsarukyan contre Topuria. Arman doit prendre un combat avant son combat pour le titre. Et je trouve pas que Topuria mérite un title shot direct. Makachev contre Oliveira 2. Oliveira est sur une victoire bien maîtrisée. Et Tsarukyan ne peut pas avoir le title shot direct. Donc je pense que ça sera ça. De plus, vu la version d'Oliveira à l'UFC 309, je pense qu'il a ses chances. Moi, franchement, Oliveira, j'aime beaucoup, tout est possible avec lui, clairement. Maintenant, j'ai quand même Makhachev favori dans ce combat. Comme tu me disais après, c'est sûrement un 60-40, 60 pour Makhachev. Je pense aussi, qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien du tout. Oliveira, si son combat pour le titre lui a été promis, j'espère qu'il va l'avoir. Il arrive quand même plus proche de la fin de carrière. Il a une carrière de dingue, une carrière légendaire. L'homme de tous les records. Ce serait quand même cool de le voir avec la ceinture battre Makhachev qui semble quasiment imprenable. Ce serait quand même très beau pour sa fin de carrière. Les amis, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voter sur YouTube dans les posts, ça prend 2 secondes. Et surtout à liker, à me faire monter dans l'algorithme, qu'on fasse grossir cette chaîne et que je puisse vous faire de plus en plus de contenu avec de plus en plus de qualité. Je vous remercie, passez tous une très bonne soirée et à très bientôt à 17 h. Salut.